je redisais que j'étais ravi d'être dans cette chaleur humaine avant tout. Merci Vincent. Et donc merci doublement parce que tu as eu la patience d'organiser ce séminaire, parce qu'il y a eu un ou deux ratés, je ne sais plus, de date. Bon. Et donc je suis d'autant plus heureux de partager ce moment avec vous, qui sera une discussion dans laquelle je compte sur vous aussi pour m'apprendre beaucoup de choses, parce que ce que je vais vous raconter, c'est pas un récit, mais c'est la mise en récit, la tentative de mise en récit de choses éparses que vous savez sans doute les uns et les autres. Donc moi, je me nourris beaucoup des discussions qu'on peut avoir et j'en suis ravi. Et puis, merci à Leïla Thésard en géographie, que j'ai la chance de co-encadrer, qui fait une thèse sur un beau sujet, on en parlera sans doute, et puis Bernard, qui va discuter en géographe qu'il est. Donc merci à vous deux de cet effort qui vous a obligé à lire aussi ce livre. Tout le monde l'a lu, j'espère. Bon. Alors, non, pour dire un petit peu pourquoi j'ai fait ce livre, et après je donnerai quelques lignes de force de l'ouvrage. Alors, dans mon parcours, même si c'est pas forcément le plus intéressant, je pense, mais le fait d'avoir une double formation peut expliquer déjà pourquoi je m'intéresse à ces questions et de ce point de vue-là. Parce que j'appartiens à un corps, un vieux corps, comme on en a le secret en France, les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts, dans lequel je suis général, mais sans troupe. Et donc, évidemment, dans ma formation initiale, l'agronomie, l'eau, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, sans doute, pas tout à fait satisfait du manque que je voyais, notamment sur des versants qui m'intéressent beaucoup, qui m'intéressaient beaucoup, la géographie, dans ces définitions larges, sans tout à fait appréhender la richesse de ce champ, et la géographie politique en particulier. Donc par la suite, j'ai eu la chance m'a été donnée par Yves Lacoste et Béatrice Gibelin, de faire avec eux un DEA. Ça, c'était l'ancien monde, hein. Je parle pour les jeunes qui connaissent les masters. Un DEA en géopolitique et un doctorat, et puis plus tard une HDR. Mais le doctorat est porté sur, alors pas du tout cette question-là, je voulais prendre du champ par rapport aux questions agraires, on va dire, et j'avais fait une thèse sur le conflit chypriote, les relations gréco-turques. Voilà, j'étais assez loin de mon cœur de métier, mais j'ai été très vite rattrapé par la volonté de toujours quand même essayer de croiser un peu les champs autant que je le peux. Et du coup, alors, dans mes parcours professionnels, je suis arrivé à Bordeaux il y a quand même maintenant 7 ans, enfin, je ne sais plus, peu importe. Avant, j'ai eu des expériences où j'ai eu à hybrider un petit peu les regards, au Moyen-Orient en particulier, en étant en fonction de conseiller de ministre. Tout ça est très, comment dirais-je, très impressionnant, mais deux ministres qui ont été assez catastrophiques, mais je ne vais pas revenir là-dessus. L'un est parti en prison et l'autre est actuellement inculpé pour l'attentat contre le port de Beyrouth. Bon, bref, deux hommes peu intéressés par les politiques publiques, mais ça a été un observatoire où j'ai pu croiser le géopolitique, que je vais définir rapidement, et ces dynamiques agraires. Et puis après 9 ans au SIAM, ou 10 ans, dans une organisation intergouvernementale qui travaille sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, qui a une vocation politique, mais aussi scientifique, avec des instituts de recherche et de formation, où là j'ai pu faire du suivi politique tout en enseignant et en faisant de l'expertise et de la recherche. Toujours dans ce souci de croiser. Et puis la chance m'a été donnée d'arriver à Bordeaux, dans cette institution, le Laboratoire des Afriques dans le monde, que dirige aujourd'hui David. L'accueil a été remarquable quand je suis arrivé, avec mon profil très particulier, comme le sont tous les profils des chercheurs. C'est ça qui fait la richesse, je crois, d'un laboratoire. Et dans ce labo, j'essaie de toujours garder présent à l'esprit ces deux axes de mes recherches. Alors, à grands traits, hein, c'est une approche géopolitique que, alors, bien sûr, qu'on pourrait passer notre temps à définir, mais c'est peut-être pas le lieu. Mais je prends toujours les deux versants de la géopolitique dans mes recherches, à savoir, d'une part, les projections de puissance entre des États en lien avec la géographie,
que ce soit la situation géographique ou les ressources géographiques. Et donc, on peut faire une géopolitique de la Russie, on va en parler, je pense, aujourd'hui, à cet homme-là, des États-Unis, sans pour autant dire qu'il y a un déterminisme, bien sûr, entre géographie et politique de puissance. Et puis, il y a l'approche des rivalités de pouvoir sur des territoires, qui est l'approche d'Yves Lacoste, que j'utilise, et de Béatrice Gibelin. Et donc, je m'intéresse, dans le cadre particulier du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, mais surtout du Moyen-Orient, à ces jeux de puissance, d'une part, liés à la géographie, et d'autre part, aux rivalités de pouvoir dans cette région. Et malheureusement, on sait combien elles sont aiguës. Le Moyen-Orient étant, j'ai toujours coutume de dire, un épicentre de la conflictualité internationale, en tout cas jusqu'à la guerre en Ukraine, où là, il y a un déplacement momentané, au moins peut-être, de cette intensité géopolitique. Et alors ça c'est le premier axe, c'est la géopolitique par le haut, si vous voulez. Et dans cette géopolitique par le, enfin, j'essaie de compléter cette géopolitique par le haut par une géopolitique par le bas. Pardonnez-moi les images peut-être un peu trop rapides. Par le bas, autrement dit, comment ces jeux de puissance et ces rivalités de pouvoir s'articulent aussi à la question des ressources. Essentiellement, c'est là que mon vieux métier revient, enfin ma formation, la terre et l'eau, qui sont extrêmement contraintes dans cette région. C'est quand même le facteur limitant. Le Moyen-Orient, on peut faire une géopolitique de la rareté à la lumière de la terre et de l'eau, ce que j'essaie de faire, mais on peut faire aussi une géopolitique de l'abondance dans cette région, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Voilà un peu le contexte général de mes recherches. Et sur ce deuxième axe, donc ça fait quand même pas mal d'années que je travaille, j'avais fait ma HDR sur justement une géopolitique du Moyen-Orient revue à la lumière de cette géopolitique par le bas. Et j'en avais fait un livre qui s'appelait Proche-Orient, le pouvoir, la terre et l'eau, qui m'avait passionné. Bon, la question de l'eau, j'y travaillais depuis un certain temps, même pas mal d'années, qui est peut-être plus immédiatement connue, parce qu'on est en situation de stress hydrique. Et quand on parle de guerre de l'eau, qui est une formule que je n'apprécie pas, enfin, voilà, on peut en parler, qui ne me paraît pas être juste, on pense immédiatement au Moyen-Orient, parce qu'effectivement, c'est dans cette région que des journalistes, des universitaires, des diplomates ont commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant on allait vers des guerres de l'eau. Bon. Mais dans cette région, on oublie aussi la question de la terre, qui a été fondamentale dans pas mal de séquences politiques. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette agropolitique dont je vais vous parler, c'est-à-dire en quoi la question foncière, je vais aller plus loin après, peut être un élément supplémentaire d'explication, sans en faire le tout de l'explication, bien sûr, de phénomènes politiques, voire géopolitiques, qu'on connaît. Donc, ça n'est que rajouter une lumière, si vous voulez, sur des choses qui sont connues. C'est ça ma petite contribution. Mais si vous voulez, j'ai exercé ce regard avec cette acuité sur cette question de la terre, particulièrement au-delà de l'eau, parce que ça renvoie à une histoire personnelle et à beaucoup de voyages dans d'autres continents. C'est ça qui permet la maturation du livre. C'est-à-dire que au Moyen-Orient, en travaillant précisément sur cette région et l'Afrique du Nord, j'ai retrouvé finalement des choses que je savais déjà par mon histoire personnelle. Alors je ne vais pas la jouer la Cosette, hein, mes petits-fils d'agriculteurs du sud-ouest des Landes, voilà, donc où cette question foncière a été prégnante dans la micro-histoire, au point que j'ai entendu ces histoires de lutte paysanne, de mobilisation des métayers dans les années 20. C'est très vieux, très vieux. Que, bon, quand je suis en regardant au Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, je me suis trouvé des similitudes. Ce qui est fascinant d'ailleurs, entre parenthèses, c'est de voir à quel point, et c'est ça qui me fascine, c'est de voir la mémoire ou la prégnance de ces empreintes historiques. C'est-à-dire, j'en parlais à Bernard, dans les Landes, il y a deux cantons qui ont une tradition communiste, clairement, et qui renvoient à cette question du métayage, 70 ou 80 ans après. Donc, moi, je fais la géopolitique, donc c'est-à-dire c'est aussi l'actualité qui m'intéresse, hein, et donc tous les plongées vers ces histoires qui me fascinent. Et puis, en circulant sur d'autres continents,
j'ai vu à quel point, et en lisant aussi beaucoup de choses, et en rencontrant des chercheurs sur d'autres aires géographiques, c'est tout l'intérêt d'en rencontrer, de voir à quel point c'était très massif dans l'histoire politique. Donc, d'où l'idée de faire un travail de recherche synthèse, si vous voulez. C'est ça la prétention du livre, c'est une recherche en forme de synthèse, avec des situations de terrain que je connais particulièrement, des terrains que j'ai visités et que je connais moins, et puis des terrains rapportés. C'est un peu tout ça que j'ai essayé de mettre en récit, avec bien sûr les limites qu'il y a dans l'écriture d'un tel récit. Donc, ce livre, c'est une cristallisation à un moment donné de quelques réflexions avec des éléments de chair, mais j'ose me dire que dans 5-10 ans, peut-être que j'écrirai la suite ou le livre revisité. Enfin, c'est un cheminement, la recherche. Hein, c'est absolument pas. Mais ça, je prêche à des convaincus. Alors, puisque le temps passe, et que j'ai quand même pas mal de choses à dire, puis surtout, il faut qu'on échange. Donc, dans le livre, il y a plusieurs. En fait, il y a qui est une agropolitique du monde. Hein. C'est une approche de l'histoire du monde. Il y a finalement 3 dimensions qui ne sont pas équivalentes. C'est pour ça que je n'ai pas fait un plan en 3 parties. J'ai fait un voyage. Donc, je me suis promené sur plusieurs régions du monde. Donc, c'est l'approche d'un voyageur. Donc, je n'entre pas dans le livre par les thématiques. Ça, c'est la première chose. Et je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'équivalence dans ces lignes de force que je dégage. Et avant de voir ces 3 points, revenir sur les 3 mots de la géopolitique: puissance, rivalité et territoire. Eh bien, dans ce livre, ce qui est le plus revisité, c'est le conflit, le 2e mot de la géopolitique, autour de la Terre. S'il y a bien, c'est pour ça que je me rappelle d'une discussion avec Béatrice et Yves Lacoste pour un numéro d'Hérodote. Il n'était pas convaincu de faire un numéro de géopolitique de l'agriculture. Sauf que ces ressources-là sont au cœur des conflits et on l'oublie, la Terre, elle est. Donc, ça, c'est le premier point qui court sur les 5 chapitres. C'est en quoi une terre mal distribuée, hein, c'est une terre mal distribuée. C'est la question de la concentration foncière qui est le cœur de la réflexion. Comment une terre mal distribuée peut intervenir comme accélérateur des moteurs de l'histoire, comme moteur de l'histoire, c'est selon. Encore une fois, sachant que je ne veux pas en faire le tout de l'explication, mais j'essaie de réunir un certain nombre d'éléments dans toutes ces régions, de façon un peu comparatiste, pour montrer que c'est quand même assez massif en dernière instance. Donc ça, c'est la première dimension, le conflit, et je vais y revenir tout de suite. Il y a une deuxième dimension qui est plus incidemment abordée, c'est la question du rapport entre la puissance et la terre. Alors ça peut vous paraître étonnant, la question de la puissance versus sécurité et la terre. Eh bien aujourd'hui, on en a un peu une preuve forte avec la guerre en Ukraine. Depuis quelques jours, là, il y a pas mal de journalistes qui s'intéressent à la question: qu'est-ce qui se passe si ce grenier ukrainien et russe est à ce point entravé, voilà. Donc, et on oublie, j'essaie d'expliquer, et j'en parlerai, que la Russie, dans son répertoire de puissance, use du hard power militaire, c'est sûr, énergétique aussi, mais on l'oublie, c'est le soft power, c'est selon alimentaire. Donc la Terre est un vecteur de puissance, ça c'est le 2e point de ma réflexion dans le livre, hein. Je ne vais pas vous livrer tous les détails pour la discussion. Et puis le 3e point qui est plus en retrait, parce qu'il est peut-être moins massif, en tout cas on le voit moins à l'œuvre, c'est le mot territoire, le 3e mot de la géopolitique. Alors évidemment, moi j'aime bien dire que les paysans font le paysage et font souvent le pays. Donc il y a une affinité élective entre le paysan et le pays, c'est clair. Ouais, c'est clair, si on évoque ces mots. Mais c'est vrai que le fait de... Enfin, il y a des politiques foncières, des politiques de déplacement de population paysanne qui ne sont pas neutres en termes de contrôle du territoire aussi. De mainmise sur un territoire, de contrôle sur un territoire, contrôle ethnique, ou communautaire d'un territoire au détriment d'autres groupes. C'est pas neutre.
Donc, je vais prendre ces 3 points dans les 3 heures qui me sont imparties avant qu'on ait le débat pour illustrer un peu. Je ne vais pas être exhaustif, bien sûr. Mais encore une fois, je prends d'abord le conflit, ensuite la puissance et enfin la fabrique du territoire. Pourquoi je prends cet ordre? Ce n'est pas du tout l'ordre du livre, puis c'est 5 chapitres, encore une fois, qui sont géographiques. C'est simplement parce que le premier est vraiment universel, c'est un invariant qu'on trouve sur tous les continents, la question de la concentration foncière, à l'exception de l'Amérique du Nord. Je vais y venir. Deuxièmement, la puissance, on le retrouve dans pas mal de situations, mais c'est peut-être un peu moins évident. Et enfin, la fabrique du territoire par l'agriculture à des fins de contrôle, il y a des exemples que je vous donnerai comme ça pour information, c'est peut-être moins massif. Voilà donc le choix de ma restitution, qui est en décalage complet avec le livre, mais ce n'est pas très grave. Alors, le premier point, j'avais prévu de vous dire beaucoup de choses, mais il va falloir réduire. Le premier point, c'est le conflit. Et je vous ai dit, je regarde le conflit politique avec le prisme du conflit foncier autour de la concentration foncière. On est donc sur les terres cultivables et on est plutôt dans le conflit entre, grosso modo, entre les propriétaires et ceux qui voudraient accéder à la terre. Il y a des situations, on va voir, de déséquilibre foncier assez impressionnantes, quelles que soient les régions, et qui sont assez déterminantes sur le plan politique. Donc, premier point, c'est celui-là. Alors, je vous propose une petite théorie, ça fait un peu prétentieux. En fait, c'est une petite montée en généralité que je vous propose, qui est bâtie au travers de ce que j'ai pu observer sur différents terrains. C'est ça. Donc, en ce sens, c'est un peu un comparatisme que je vous propose. J'aime bien le comparatisme, comme Bertrand Badi dit très bien. C'est moi qui ai fait des études de biologie, je voyais à peu près de quoi il parlait à ce moment-là, quand il disait que le comparatisme est en sciences sociales humaines la paillasse pour les biologistes. On n'a pas de paillasse, mais ce qui nous permet de dégager des tendances, en tout cas, c'est les comparaisons. Alors, donc, de cette montée en généralité, qu'est-ce que je retiens? D'abord, il y a trois points que je vais retenir. Le premier point de ce premier grand point, c'est que l'histoire contemporaine a produit à peu près partout des inégalités d'accès à la terre, sans qu'on ait à remonter très très haut. Et sur tous les continents, on a cette situation de concentration foncière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on assiste à une reconcentration foncière. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'aborder dans mon exposé, mais peut-être dans la discussion. On assiste à une concentration foncière sur tous les continents, à l'exception peut-être de l'Amérique du Nord, pour des raisons différentes. Moi, que je distingue, je dirais qu'il y a des causes endogènes, des causes exogènes et des causes hybrides. Bon, c'est à grands traits. Hein. Les causes endogènes, c'est une concentration foncière que j'observe qui émane de rapports de pouvoir économiques, politiques, sociaux, dans des sociétés données. Ça, c'est la première cause, la cause endogène. Alors, on peut donner un ou deux exemples pour que vous saisissiez de quoi je parle. L'Europe méditerranéenne, Espagne, Portugal, Italie, a été marquée fondamentalement par cette question foncière. C'est une région qui, au début du XXe siècle, était très concentrée sur le plan foncier. C'est un fruit de l'histoire récente, contrairement à ce qu'on peut penser. En gros, ça correspond à ce qu'on a appelé un embourgeoisement de la terre au XIXe siècle, c'est-à-dire que, à grands traits là encore, quand on a défait les grands domaines, que ce soit au moment de la réunification italienne, ou après, ou au XIXe siècle, en Espagne et dans les phases républicaines, où on a dissous les anciens domaines militaires en particulier, eh bien cette terre a été vendue sous des formes diverses. On a appelé ça le désamortissement en Espagne, ou le protezione en Italie, bref. Et qui a acquis cette terre? Eh bien ceux qui étaient en capacité de l'obtenir, c'est-à-dire ceux qui avaient un revenu, c'est-à-dire une bourgeoisie, on va dire économique commerçante, qui s'est appropriée la terre à ce moment-là. Donc là, on est dans un cas de figure interne. C'est un rapport social, économique,
typique. En Europe centrale, pour rester sur l'Europe, qui est finalement, on va voir, le continent où les moments agropolitiques sont les plus anciens, et pour cause, mais je vais y venir, on a assisté à une reconcentration foncière au XVIIIe siècle, XIXe siècle, sous la forme du néo-servage, c'est-à-dire des paysans qui avaient été en partie libérés de certaines obligations par leurs propriétaires, ont été remis en quasi-servage pour notamment faire de la grande culture et approvisionner l'industrie britannique en particulier. Donc là, c'est un rapport de force qui conforte les grands propriétaires. Alors si en Italie, c'était le Gabellotti, là, en Espagne, en Europe de l'Est, c'est le Junker, en Allemagne, en Prusse, ou le boyard ou le féodal en Russie. Sur d'autres continents, on retrouve ce phénomène. En Asie, au XIXe siècle, c'est pas toujours très clair, mais il y a, au XIXe siècle, sur fond d'effondrement de la dernière dynastie impériale des Qing, des Mandchous, eh bien, il y a notamment cette classe qui était, ou cette catégorie, qui étaient les mandarins, qui avaient aussi un rôle de lever des impôts, eh bien, qui vont s'approprier une partie du domaine foncier chinois. Au Japon, pareil, à la même période, après l'ouverture de l'ère Meiji en 1868, on fait une loi foncière au Japon, dans cet archipel japonais. On fait une loi foncière qui vise à privatiser la terre et donc à la donner à ceux qui la cultivent. Sauf que la situation de ces paysans nouvellement dotés est assez catastrophique dans bien des cas, et on va le revoir dans d'autres régions, ce qui fait qu'un certain nombre de ces paysans, à la fin du XIXe siècle japonais, qui héritent de la terre, doivent se dessaisir de leur terre au profit des usuriers qui leur ont prêté de l'argent, et ces usuriers vont acquérir la terre au Japon. Là, c'est un rapport de force économique, social, comme on voit les voyeurs. Allez, je continue. Un autre exemple, au Moyen-Orient, en Égypte, dont on va reparler, après l'émancipation par rapport aux Ottomans de Mehmet Ali, il va y avoir des lois foncières qui vont permettre notamment de donner des terres du désert qui ne sont pas encore irriguées à des militaires proches du pouvoir. Et puis, il va y avoir une immatriculation, privatisation de la terre, qui va donner lieu à une appropriation par des petits paysans qui, là aussi, sur crise du fonds, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur crise du coton après la guerre de sécession, eh bien, certains paysans ruinés vont devoir remettre leurs terres à des usuriers qui constituent une propriété foncière. En Iran, je pourrais donner aussi un exemple, il ne s'agit pas d'être exhaustif, pour expliciter cela. Le deuxième type de cause, ça c'est les causes endogènes. Les causes exogènes, eh bien, ce sont des causes qui sont liées à ce choc venu de l'extérieur, la colonisation bien sûr, qui est un phénomène que l'on connaît particulièrement avec la colonisation de peuplement, en sachant que la première, enfin les plus fortes en tout cas, c'est celle de l'Amérique latine, par les Espagnols et Portugais. Dans le domaine espagnol, c'est d'abord l'avènement des encomiendas, c'est-à-dire des circonscriptions foncières détenues par des dignitaires de la couronne espagnole, et puis ça va évoluer vers de la grande propriété privée qu'on appelle la hacienda, ou qu'on qualifie de latifundio. Et au Brésil, c'est un système un peu équivalent, c'est la fazenda, bien sûr, dont on a encore les fruits aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Bien sûr, en Afrique, puisque là, je suis très impressionné, puisqu'il y a beaucoup d'africanistes. En Afrique, évidemment, il y a une appropriation exogène, des causes exogènes, la colonisation de peuplement de l'Afrique du Nord, l'Algérie avec le séquestre des tribus qui se révoltent, et puis le décret Varnier en 1873 qui permet d'immatriculer, de privatiser les espaces collectifs et de les rendre cessibles sur les marchés. Ça va permettre à des colons français de s'établir, on le sait, en Algérie. Et puis en Afrique australe, bien sûr, c'est toute la saga tragique de l'actuelle Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, avec la colonie du Cap, l'arrivée des Boers, puis vous savez qu'ils ont voulu faire de l'agriculture. Quand les Anglais arrivent ensuite et qui s'établissent au Cap, ils interdisent certaines pratiques de ces africanaires qui sont obligés de faire le grand trek, de partir dans les États de l'Orange et du Transvaal. Puis, oui. Si ça, c'est le premier point. Oui. Le premier
point. On est à 25 minutes là. D'accord. Alors Vincent, donc, alors voilà. Donc, colonisation et peuplement ici. Bon, alors, puisque tu l'as dit, et ensuite il y a des causes. Non, mais ça me permettra des causes. Je pensais qu'il serait beaucoup plus tranquille, quoi. Il y a des causalités hybrides, c'est-à-dire articulation de causes endogènes et exogènes. Je pourrais y revenir dessus, mais l'exemple typique, c'est l'Inde, par exemple, où, avec la présence britannique, eh bien, les Britanniques ont consacré une élite locale, les Amindari dans l'Inde du Nord, qui étaient des percepteurs d'impôts et qui sont devenus propriétaires à ce moment-là. Voilà l'hybridation, c'est-à-dire une combinaison de causes internes et externes. Et je pourrais donner d'autres exemples, mais puisque Vincent ne veut pas et que je suis vexé, je continue. Échappe, alors, pour finir sur ce premier point, mais échappe à cela, je vous le dis déjà, mais comme ça, je vous tiens en haleine, échappe à ce dessin-là, c'est en particulier l'Amérique du Nord, qui n'a pas de distribution inégalitaire de la terre, en tout cas pour les Blancs, à l'exception des Indiens génocidés ou des Noirs, enfin des Afro-Américains qui seront toujours tenus à l'écart de la terre. Voilà. Et puis dans certains bien des endroits en Afrique où on est en régime coutumier, où il n'y a pas eu de colonisation de peuplement qui a à ce point modifié les choses. Donc voilà, il y a quelques exceptions, mais la règle est plutôt à l'appropriation, à la concentration foncière massive. C'est le premier point de ma petite théorie. Deuxième point de la théorie, mais ça va aller vite. En retour, ces situations de concentration foncière, je n'ose pas regarder Vincent, ces situations de concentration foncière vont produire de l'instabilité politique. Et en ce sens-là, je dis, elles contribuent à produire de l'histoire, le conflit au sens du l'histoire au sens du conflit. Donc, l'inégalité crée du conflit, de l'agropolitique, j'appelle ça des événements agropolitiques, des événements souvent qu'on connaît, et qui ont une forte tonalité agraire, c'est-à-dire dans laquelle il y a une concentration foncière qui est à l'œuvre. Alors, les exemples dans le livre, j'en donne beaucoup, sur plusieurs continents, et d'abord, avant de voir je vais simplement dire des mots, non, mais je ne peux pas stresser. Mais... Non. Dire que ces moments agropolitiques, si vous voulez, la forte tonalité agraire, bien sûr qu'ils interviennent plutôt dans des moments de prédominance rurale. Évidemment que la concentration foncière, aujourd'hui en France, comme elle l'est, ça pose moins de problèmes à l'échelle collective, du politique collectif, que dans des sociétés qui étaient très rurales. Donc, la variable du ratio rural-urbain est fondamentale. Et deuxième point qui abonde dans le sens de cette agropolitique, cette tonalité agraire de la conflictualité est d'autant plus importante que les acteurs du conflit croisent des formulations idéologiques qui les agrègent. Alors, je peux faire la liste, mais ça peut être l'idéologie nationaliste qui a agrégé, par exemple, les paysans irlandais. Ça peut être les idéologies socialisantes qui ont agrégé sur beaucoup de continents des paysans sans terre ou des petits paysans. L'Amérique latine en est la démonstration même. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique latine, alors peut-être qu'on en parlera. Je suis un peu confus de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais ensuite, donc nationalisme, marxisme, théologie de la libération qui se croise avec le marxisme parfois en Amérique latine, les fascismes, alors là, ce n'est pas la petite paysannerie qui est mobilisée, agrégée par les fascismes, ça a été plutôt les grands propriétaires dans l'Europe méditerranéenne. On a bien, s'il y a bien un exemple de bascule politique qui a les parfums de la terre, c'est la dérive fasciste d'abord en Italie, puis en Espagne, puis au Portugal. Si j'ai le temps, on pourra en reparler dans les discussions. C'est clairement un sous-produit de la maldonne foncière, c'est très clair. Et là, c'est le fascisme qui a agrégé ceux qui vont vouloir se protéger des paysans qui occupent les terres. Donc, nationalisme, marxisme, théologie de la libération, islamisme, de façon plus ponctuelle, je pourrais donner des exemples, et le suprémacisme qui a agrégé, alors là c'est plus ponctuel aussi, en Afrique australe, une partie des grands propriétaires blancs. Voilà, des idéologies qui ont
coaliser les acteurs du conflit et qui rendent cette agropolitique plus intense. J'espère que je me fais comprendre, à défaut de pouvoir donner trop d'exemples. Alors j'avais beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas grave, dans la discussion on va les donner. L'Europe méditerranéenne, l'Amérique latine, c'est le continent même, bien sûr, de cette agropolitique jusqu'à aujourd'hui. L'Asie également, depuis la révolution chinoise jusqu'à la création d'Abu Sayyaf, qui a fait allégeance à Daesh aux Philippines, eh bien, il faut regarder cette question avec ses yeux sur la réalité foncière. Je vais trop vite pour être explicite, mais ce n'est pas grave. Le Moyen-Orient, comment comprendre le Moyen-Orient, enfin certaines figures du Moyen-Orient, le Parti basse, le PKK, le Hezbollah, même la question de Palestine, si on ne s'intéresse pas à la question de la concentration foncière. Et en Afrique, l'Algérie, même si ce n'est pas tout à fait une révolution paysanne, il n'empêche qu'il y a une forte tonalité paysanne. Et puis il y a d'autres exemples, bien sûr. Je vois que Michel Karen est en ligne, grand spécialiste de l'Afrique lusophone et qui avait parlé de guerre paysanne, notamment au Mozambique, dans un contexte de colonisation, de peuplement. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Bernard connaît le Kenya, il va parler lui-même du Kenya. Voilà. Donc, une histoire politique qui est faite, qui est très percutée par cette question de la concentration foncière, et effectivement échappe à ça l'Amérique du Nord, qui n'a pas de moment agropolitique, j'aurai peut-être l'occasion de m'expliquer, et la France, qui échappe à cette agropolitique. Voilà. Troisième point de ce premier point, mais je promets, après je fais que dire. Troisième point, mais c'est ma petite théorie sur ce premier point. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir après ces moments agropolitiques, en quoi la manière de régler la question ou de ne pas la régler est significative des régimes politiques. Autrement dit, quand on observe des régimes politiques qui ont essayé de maintenir le statu quo foncier, on a à peu près toujours les mêmes attitudes. En gros, renvoyer les paysans sur des zones vierges, sur des fronts pionniers, pour limiter la pression sur la grande propriété qui est souvent l'allié de ces régimes. Là, je vous le fais un grand trait. Ou parfois envoyer ces paysans dans des colonies, comme on l'a fait en Italie en envoyant des colons en Libye. Bon. Donc, on retrouve des attitudes des Philippines à l'Amérique latine, en passant par l'Italie dont je viens de parler, on retrouve des façons de faire, de régler la question sans toucher à la grande propriété. C'est ça que je m'intéresse à regarder. En revanche, sur les pays de la rupture, c'est-à-dire qu'après ces moments agropolitiques, il y a un basculement des révolutions qui l'emportent, eh bien, on a un répertoire de réformes qui vont de la réforme agraire avec une coopératisation, voire jusqu'à une collectivisation. Bon, là, c'est davantage connu, mais c'est très significatif de ces régimes-là. Et c'est très également, quand ces régimes tombent ou se réforment, c'est intéressant de voir que c'est la terre souvent qui est réformée en premier aussi. Enfin, les anciennes structures ici qui sont réformées en premier. Ça veut dire que ce n'est pas anodin. Voilà. Bon, et puis, plus ponctuellement, ce que je montre aussi, c'est que ces régimes qui se sont appropriés la terre au travers de la grande propriété sur laquelle ils s'assoient, ou qui ont repris la terre à des grands propriétaires, peu importe, eh bien, ça nourrit les dynamiques de clientélisme, de prédation, de façon assez massive. Si je pourrais donner des exemples qui vont de l'Algérie au Mexique, en passant par la Syrie, le Pakistan, j'ai des exemples qui montrent l'usage de la terre comme vecteur de clientélisation et de prédation. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, alors, simplement en introduction, j'ai voulu montrer dans ce livre, de façon plus incidente, que la terre agricole, donc l'agriculture, souvent aussi irriguée, n'est pas neutre du point de vue de la puissance. La puissance qu'on peut définir à l'envi pendant plusieurs heures, mais dont on peut retenir qu'elle ait au moins une capacité à peser sur d'autres, ou, ça c'est pour les pays qui ont des ressources en terre et en eau, ou à minima, une capacité à ne pas trop dépendre des autres, qui sont dans des pays, on est dans des pays plus contraints. Eh bien, je crois qu'on peut refaire une histoire politique, enfin une histoire de la puissance, et c'est ce que je montre au travers de certains exemples, à cette aune du traitement de la terre, du traitement de la terre.
en 2-3 mots, comment a émergé la puissance agricole américaine si ce n'est par l'investissement sur l'agriculture familiale qui a été fondée sur une distribution égalitaire de la terre. Et je vous rappelle que les États-Unis ont pu utiliser leur food power pendant la guerre froide. Ils avaient un quasi-monopole, les soviétiques étant entravés par leur histoire et certainement certains choix, qui donc en même temps ont été entravés alors même que c'est là que se trouve le plus grand potentiel agricole, de terres agricoles, on le voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, Poutine, dans son répertoire d'affirmation de la puissance, on oublie de dire qu'il a mis assez central dans son agenda la question des réformes foncières en particulier et du réinvestissement agricole dans les terres. Et la Chine, on peut refaire une histoire politique de la puissance chinoise à l'aune, par la négative, avant 1978, par la positive, avec la politique de responsabilité de 1978. Bon, j'ai plein d'exemples comme ça, mais même dans des pays beaucoup très contraints, que je connais bien, le Moyen-Orient, je finis pratiquement, le Moyen-Orient, où on est en région d'aridité, on a vu, en période de post-indépendance, des pays investir dans l'agriculture de sorte à s'émanciper, en particulier des Américains, parce qu'on voulait être un pays du front contre Israël en particulier. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Et il y a toute une liturgie politique, pardonnez-moi, notamment en Syrie, avec Hafez el-Assad, que j'ai pu observer, où il met en scène le paysan et le militaire. Voilà. Donc, on peut reparler de la politique de puissance à l'aune de la question foncière, mais je pense que ça serait intéressant qu'on puisse en parler dans les débats. Et puis, puisque j'ai plus de temps, mais ce n'est pas grave, le troisième point, et puis là, c'est vraiment, je vous le donne comme ça, ce n'est pas neutre de pouvoir les terres agricoles et l'agriculture de façon générale ne sont pas neutres en termes de contrôle de l'espace. Je reprends mon paysan qui crée le paysage du pays. Et je montre par des exemples que eh bien, je ne sais plus où est mon point, mais peu importe, je l'ai oublié, peu importe. Il y a des exemples qui montrent comment, par exemple, à la faveur de réformes agraires, on a pris la terre à des communautés qu'on voulait marginaliser pour la donner à des groupes qu'on voulait conforter au détriment des premiers, pour contrôler un espace frontière, par exemple. C'est le cas du Bangladesh, par exemple. C'est le cas de l'arabisation des régions kurdes en Syrie et en Irak. Là, des exemples, il n'en manque pas. Voilà, donc c'est aussi cette dynamique-là, l'agriculture comme contrôle de l'espace, qui permet comment dirais-je, qui permet parfois la prééminence d'un groupe sur un autre. Alors, le cas le plus idéal typique de ça, c'est le conflit israélo-palestinien, sur lequel je travaille quand même pas mal. On peut reprendre l'histoire de ce conflit, ou la géohistoire de ce conflit, à cette lumière-là. Israël a vraiment clairement fait, même avant même Israël, le Yishuv, c'est-à-dire la communauté juive en Palestine avant 1948, eh bien, toute cette histoire est indexée sur la figure de l'agriculteur collectif, c'est-à-dire le kibbutznik, qui est en charge du déploiement spatial de ce projet sioniste. Et en face, les Palestiniens savent que de trop combien ce grignotage se fait par l'agriculture, et ils ont mis en priorité, avant même l'autorité palestinienne, l'agriculture comme un facteur de résistance à ces grignotages. Voilà. Donc, c'est plus incident, mais c'est une dimension extrêmement importante aussi que j'ai voulu aborder. Donc, 3 points, trop rapidement dit, mais je comprends, c'est l'exercice, tu as raison Vincent, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort, et c'est tout l'intérêt de la discussion avec nos amis et avec vous, en espérant que je pourrais donner un peu plus de chair à ce que j'ai dit, et en espérant que c'était à peu près clair. Merci beaucoup Pierre.